Donc, bonjour à tous ceux qui ont trouvé le temps pour se connecter cet après-midi. Merci avant tout à Maria Dantin-Dopierova, l'écrivaine slovaque, d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Maria. Le débat auquel vous allez assister est organisé par la section du slovaque du département l'Europe de l'INALCO. Moi-même, j'enseigne la littérature slovaque, donc je m'appelle Pavlina Šperková. Et je vous présente également ma collègue Miriam Pavlovičová qui a aidé à organiser cet événement. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc encore merci Maria d'être parmi nous. Je me permets peut-être avant de te passer la parole, je me permets quelques phrases pour te présenter. Donc tu as étudié l'anglais et le russe à la faculté des lettres à Bratislava. Ensuite, tu as obtenu la licence des langues appliquées à la Sorbonne, ainsi que le DEA en linguistique anglaise, et tu travailles en ce moment donc, en tant que coordinatrice internationale dans une société de courtage d'assurance. Et cela fait plus que 20 ans que tu vis en France et en même temps, tu écris, donc tu en as profité pour écrire quelques ouvrages. Dans un premier temps, donc, tu as écrit des livres, disons, un peu plus techniques qui ont été tournés plus vers la linguistique. En 2002, tu publies donc des expressions idiomatiques anglaises et 4 ans plus tard, des expressions idiomatiques françaises. Tu te tournes plus tard donc, vers quelque chose qui est peut-être un peu plus littéraire. Tu publies 3 livres sur Paris entre 2006 et 2016. Et donc, le débat sera organisé surtout autour de ton dernier livre, en slovaque Francúzsko krížom krážom, publié en 2020. Le titre, on pourrait le traduire en français comme la France de long à large, éventuellement. Alors, dans un premier temps, je propose lire 2 extraits. Comme ça, ceux qui connaissent pas du tout, enfin, bon, il y en a peut-être certains qui connaissent, ceux qui connaissent pas du tout peuvent se faire une idée, enfin une petite idée, déjà ce que c'est comme texte. Donc, je propose dans un premier temps la lecture par Miriam Pavlovičová qui va nous lire le texte en slovaque. Et moi, je vais lire donc tout de suite après le texte, l'extrait en français, et nous allons discuter autour de ce livre, de ce que c'est, de tes éventuelles inspirations. Et donc, je laisse maintenant la parole à Miriam qui va nous lire du coup donc l'extrait de La France de long à large. Porcelán z Limoges. V Limoges je múzeum porcelánu Adrien Dubouchet s najbohatšou zbierkou porcelánu na svete. Cieľom nášho výletu bolo múzeum starej fabrike porcelánu z roku 1797. Nachádza sa v meste Limoges, vo štvrti Cassel, na ulici Donzelot. Z centra mesta sme dlho kráčali popri rieke Vienne. Pri moste Saint-Étienne z 13. storočia sme na druhej strane zazreli kaviare. Rozhodli sme sa prejsť cez most a na terase kaviarne svätého Jakuba si odýchnuť. Objednali sme si domácu limonádu, citrónovú a métovú. A započúvali sme sa do diskusie čašníka s mužom, ktorý zložil na zem veľký ruksak. Kadiaľ išiel, koľko kilometrov prešiel za 34 dní. Pútnici na ceste do Kompostely prechádzajú cez most svätého Štefana. Do polovice 20. storočia boli pri moste domy práčok, ktoré prali bielizeň mestským boháčom. Mami, ty tu radosť ani nezvládneš, povie mi dcéra,
keď v prudkom jarnom slnku po 5 kilometroch chôdze zastaneme pred veľkou, dlhou, tehľovou budovou továrne na porcelán. Pred továrňou všade po trávnikoch sú roztrúsené porcelánové črepy. Červené tehly a 100 000 milióny črepov bieleho porcelánu pod kríkmi medzi lúčnými aprílovými kvetmi. V továrni je aj múzeum starej pece, zaradenej medzi historické pamiatky. Pec z roku 1904 je zo 100 000 tehál. Teplota vo vnútri dosahovala 1400 stupňov Celzia. Vypaľovalo sa v nej počas 40 hodín naraz 5 tón porcelánu, čiže okolo 15 000 kusov. Biskví je neglazúrovaný biely porcelán, matný taký, že ak po ňom prejdete nechtom, po chrbte vám prebehnú zimomriavky. V rozľahlej hale pri továrni je predajňa. Rozprávkový porcelánový svet. Taniere, misky, poháre, šálky a šáločky, tácne a servisy, zdobené, biele. Mami, trochu sa mierni, lebo sa zblázniš, šepká mi dcéra. Mladá Číňanka neopatrne švihla ruksakom a niekoľko šáločiek sa ocitlo v črepoch na zemi. Všetci sa obzerajú. Predavačka, ktorá mi práve starostlivo balí taniere a kávovú šálku, ani okom nemihne. Dobalí, zoberie lopatku a metličku a ide rozbité šáločky pozametať. I am so sorry, ospravedlňuje sa mladá Číňanka. Predavačka s lopatkou tlačiaca na zemi je najprv ticho, potom zmobilizuje svoje komerčné kapacity a predsedí medzi zubami. It's nothing. Ja som práve vyťukala PIN kód na sumu 120 € za moje 2 taniere a farebnú šálku. A ja som si povedala, že to je nič. Na papierovej brožúrke a na baliacom papieri je nálepka továrne. Kolega prichádzajúci z Limoges mi odporučil reštauráciu La Table s Michelinskou hviezdou. V strede miestnosti medzi stolmi stojí vypchatá krava, robiaca reklamu kvalite hovecieho mäsa v oblasti Limousin. Máme rešpekt pred Michelinskou reštauračnou inštitúciou a po pár minútach si uvedomím, že mladý obsluhujúci čašník má rešpekt pred nami. Šéf-kuchár nám prinesie ukázať surové mäso na tácke, aby sme verili, že je ozajstné a aby sme zhodnotili za surova, aké je kvalitné. Kuchári varia priamo v miestnosti, kde sedia hostia. Všetko krájanie, smaženie, varenie, servírovanie sa deje pred našimi očami. Mladý čašník sa začuduje pri slove cappuccino. Zákusok milfej aux pommes sa rozpadne cestou k nášmu stolu. V prvej chvíli sa zatvári nešťastne, netuší, že som ho sledovala a tak mu nechávam možnosť pred nami sa tváriť, že ten zákusok má v pláne byť tak umelecky rozhodený po celom tanieri. Porcelaine de Limoges. À Limoges se trouve le musée de la porcelaine Adrien Dubouchet qui possède la plus riche collection de porcelaine au monde. Le but de notre excursion est un musée niché dans une vieille fabrique de porcelaine datant de 1797. Il se trouve dans la ville de Limoges, dans le quartier Cassot, rue d'Onslow. À partir du centre-ville, nous avons marché longtemps le long de la Vienne et au niveau du pont Saint-Étienne, datant du XIIIe siècle, nous avons repéré un café de l'autre côté de la rivière. Nous avons décidé de traverser le pont et de nous reposer un peu sur la terrasse du café Saint-Jacques. Nous avons commandé de la limonade au citron et à la menthe faite maison et avons prêté l'oreille à la discussion entre le serveur et un homme qui avait posé au sol un gros sac à dos et qui disait par où il était passé et combien de kilomètres il avait parcouru en 34 jours.
Les pèlerins sur le chemin de Compostelle empruntent le pont Saint-Étienne. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle s'alignaient près du pont les maisons des blanchisseuses qui lavaient le linge des riches de la ville. « Maman, tu ne vas pas pouvoir retenir ta joie, me dit ma fille, lorsque dans la vive lumière du soleil de printemps, après 5 kilomètres de marche, nous faisons une halte devant le grand et long édifice de briques qui abritait la fabrique de porcelaine. Devant elle, des éclats de porcelaine sont dispersés partout sur la pelouse. Des briques rouges et des centaines de milliers, des millions de débris de porcelaine blanche sous les buissons, au milieu de fleurs des champs du mois d'avril. Dans l'usine, il y a aussi un musée consacré à un vieux four qui fait partie des monuments historiques. Le four de 1904 est fait de 100 000 briques. La température à l'intérieur pouvait atteindre 1400 degrés pendant 40 heures et on pouvait y cuire en même temps 5 tonnes de porcelaine, ce qui fait à peu près 15 000 pièces. Un biscuit est une porcelaine non émaillée, mate. Si vous faites passer avec votre ongle sur sa surface, vous aurez la chair de poule. Dans le grand hall, à côté de l'usine, se trouve une boutique, un monde magique de porcelaine, des assiettes, des saladiers, des bols, des verres, des tasses et petites tasses, des plateaux et des services de table décorés, blancs. « Maman, calme-toi un peu, sinon tu vas devenir folle », me chuchote ma fille. Une jeune chinoise a manipulé maladroitement son sac à dos et quelques petites tasses se retrouvent cassées par terre. Tout le monde se retourne, la vendeuse ne signe même pas. Elle finit d'emballer, saisit une petite pelle et une balayette et va ramasser les morceaux de tasse. « I'm so sorry », essaie de s'excuser la jeune chinoise. La vendeuse, accroupie avec sa balayette, ne dit d'abord rien, puis elle mobilise ses compétences commerciales et lance les lèvres pincées « It's nothing ». Moi, je viens faire le code PIN pour une somme de 120 € pour 2 assiettes et une tasse décorée. Moi aussi, je me suis dit, ce n'est rien. Sur une brochure en papier et sur un papier d'emballage se trouve un autocollant de l'usine Royal Limoges. Un collègue originaire de Limoges m'a conseillé le restaurant Ma Table, qui a une étoile Michelin. Au milieu de la pièce, entre les tables, se dresse une vache en peluche qui fait la publicité pour la viande bovine de Limoges. Nous éprouvons un grand respect envers cette institution étoilée et au bout de quelques minutes, je me rends compte que le jeune serveur lui aussi du respect vis-à-vis de nous. Le chef cuisinier nous apporte la viande crue sur un plateau pour nous montrer qu'elle est bien réelle et que nous puissions juger de sa qualité. Les cuisiniers travaillent directement dans la pièce où sont les clients. Ils coupent, font frire, cuisinent et servent sous nos yeux. Le jeune serveur a l'air étonné quand je prononce le mot cappuccino. Le millefeuille aux pommes se brise avant d'atteindre notre table. Le serveur a l'air malheureux dans un premier temps. Il ne sait pas que je l'observe. Je lui donne alors la possibilité de nous faire croire que le gâteau étalé sur l'ensemble de l'assiette est une création esthétique volontaire. Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu. Donc, les chapitres dans ce livre, il y en a 46, même s'ils ne sont pas numérotés, il y a 46 chapitres qui nous présentent, comme vous avez pu voir pour Porcelaine de Limoges, un endroit, une ville, un territoire, qui sont symbolisés par un objet, par quelque chose qui est assez significatif pour cette ville, la région, le territoire. Voilà, donc il y a en tout 46. Et en fait, en lisant ce livre, et c'est ma première question que je vais poser à Maria, en lisant ce livre, en fait, j'avais du mal, enfin, j'essayais de définir le genre. C'est peut-être mon problème un peu, comment dire, de prof de littérature, toujours essayer de saisir et définir le genre. Donc, j'avais du mal j'ai essayé de définir les genres. Donc, Maria, tu peux peut-être essayer de me dire, est-ce que je dois voir ce livre comme un guide ou plutôt c'est un carnet de voyage ou on peut aussi le considérer éventuellement comme un roman, c'est-à-dire est-ce que derrière, on peut quand même considérer c'est peut-être
des éléments sont peut-être inventés, il y a certains éléments qui sont inventés. Voilà comment comment on pourrait définir éventuellement le genre. Voilà. Je te laisse la parole. Mais tout d'abord, merci pour cet accueil et pour cette initiative d'INALCO de m'avoir invité à ces discussions littéraires. Merci pour la traduction du passage de livre que je trouve qui sont très bien en français. Et pour répondre à ta question, Pavlina, c'est peut-être mon problème de non-prof, c'est que je ne me suis pas défini le genre. Moi, je le définirais peut-être un peu comme des croquis de voyage qui sont... c'est pas les guides, c'est plutôt les impressions, ce que je ressens, c'est quand je visite des lieux différents, des endroits variés de France. Et c'est peut-être plutôt un peu comme des photographies personnelles à l'intérieur de moi qui englobent ce que j'ai ressenti, qui englobent la première impression, après l'impression quand je me suis posée à l'endroit. Après, j'essayais aussi de transmettre les odeurs, les discussions dites à un endroit précis, les couleurs, les goûts. C'est pour ça que je dirais peut-être des croquis sans savoir définir vraiment le genre littéraire, parce que pour moi, c'est pas un manuel de voyage, c'est pas les guides proprement dit, mais en même temps, j'essaie de guider le lecteur par ses voyages en France. Alors, c'est plutôt un guide personnel, vu par mes yeux, ressenti par moi-même, et j'essaie de transmettre l'enthousiasme et la beauté, ce que j'ai ressenti moi-même à l'endroit donné. Donc, justement, vis-à-vis du lecteur, parce que tout à l'heure, tu as parlé du lecteur, ton intention était donc de le motiver éventuellement, c'est-à-dire qu'il ait envie de visiter cet endroit où déjà le texte, non seulement il aimait au voyage, mais en fait, c'est le voyage en quelque sorte. Donc, quelle était ton intention, en fait, vis-à-vis du lecteur? Mais sans avoir voyagé un peu partout dans le monde, je connais que quelques pays, je pense que j'oserais dire que la France a quelque chose de particulier. Et c'est savoir chérir l'histoire, savoir la lier avec les éléments d'aujourd'hui, les éléments technologiques ou modernes, mais sans savoir faire durer le passé, mais sans l'abîmer, sans le faire kitsch, comme on dit, mais sans le modifier, mais en même temps de pouvoir garder cette continuité qui, sans rénovation, sans les touches continuelles et les retouches continuelles présentes, ne saurait pas exister. Et ce que je trouve en France, c'est qu'il y a ce savoir-faire qui est lié à savoir-vivre très étroitement. Et je pense que, par exemple, en Slovaquie, cet aspect encore n'est pas soit manquant ou n'est pas aussi prononcé de considérer le passé comme quelque chose de plus précieux que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi aux lecteurs et par ce livre, c'est que chaque endroit en France, il a quelque chose comme les témoignages qu'il donne à tout le monde. Voilà, c'est à moi, il n'y a que moi qui les transmets dans le monde entier. Si c'est les petits bonbons ronds de Flavigny, les petites anis de Flavigny, ou si c'est les bêtises de Cambrai, ou si c'est les savons de Marseille, mais c'est quelque chose qui est, on dirait, un mot, mais un mot très riche, plein du message, qui se transmet au monde entier, et pas seulement en France, c'est pas seulement les Français avec leurs références culturelles et tous les bagages qu'ils ont, qui se disent oui, Marseille, c'est les savons, oui, je sais pas, Menton, c'est les citrons. Mais c'est quelque chose qui se propage dans le monde entier, et je pense que c'est la façon de voyager qui est très originale et qui en même temps véhicule les passés et les patrimoines, parce que c'est aussi après les générations qui doivent contribuer à savoir produire les bêtises de Cambrai ou les madeleines de Commercy. C'est quelque chose qui ne peut pas
peindre dans le temps, sinon l'endroit quelque part peindrait son message qui doit communiquer et continuer de communiquer à la terre entière. Pour écrire ce texte, tu as lu des livres, tu as déjà des modèles ou des inspirations, tu as le livre qui, éventuellement, comme le tien, je sais pas, permet, c'est une invitation au voyage, permet de voyager, etc., etc. Ou alors tu t'es dit toi-même, voilà, je vais moi écrire ce texte assez original, sans que derrière il y a une inspiration ou il y a un livre qui t'est servi de modèle. Non, je pense pas. Après, j'ai lu pas mal de livres. Il y en a sur les voyages ou sur les impressions des voyages. Il y en a beaucoup qui m'ont touché ou qui m'ont plu. Mais je pense pas qu'il y avait un livre ou deux livres en particulier qui m'ont inspiré pour mon écriture à moi. Moi, ce qui m'a peut-être le déclic pour ce dernier livre sur la France, c'était quand on voyageait en France, souvent, par exemple, sur l'autoroute vers les montagnes ou vers le sud, qu'il y a ces panneaux qui sont assez homogènes avec les enseignes à côté de la route. C'est toujours dans les couleurs marron et blanc qui disent, par exemple, le sourire de Reims ou la baie de Royaumont, etc. Et ils sont tout simples, il n'y a rien sophistiqué dans l'esthétique de l'image, mais c'est ces panneaux-là qui me font rêver. J'ai commencé à me les noter, j'ai dit oui, j'aimerais bien savoir ce que c'est le sourire de Reims, j'aimerais bien voir cette cathédrale. Et après, tout doucement, j'ai commencé un peu à influencer nos escapades familiales pour faire le détour de l'autoroute, pour modifier les itinéraires. On s'est retrouvés aux endroits complètement imprévus, surtout imprévus par mon mari, mais qui étaient les plus belles parties de voyage qui auraient été planifiées avant. Alors, c'est cette spontanéité aussi, notamment ces panneaux à côté de la route avec les symboles qui m'ont donné l'idée de ce type de voyage à travers la France. En lisant ton livre, donc, tout à l'heure, tu as parlé des odeurs, des couleurs, des goûts. Quand on regarde l'ensemble des chapitres, enfin, on peut avoir assez facilement quand même l'impression que c'est surtout le goût qui domine. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup propre à la France? C'est surtout ce goût qui va peut-être la définir le plus? Parce que quand on regarde le chapitre, donc on a évidemment donc, le savon de Marseille, on a les odeurs, on a le toucher. Tout à l'heure, donc on a lu l'extrait sur porcelaine, sur la porcelaine, donc c'est aussi le toucher, la vue. Mais quand on regarde le reste, bon, après on a les crêpes de Bretagne, on a les escargots de Bourgogne, la moutarde de Dijon, les fromages, etc., etc. Donc, est-ce que c'est juste le hasard? Parce que bon, tu t'es dirigé par hasard vers les endroits qui sont enfin, un peu symbolisés, définis par quelque chose qui est plutôt le goût, qui définit plutôt le goût, ou alors tu penses que c'est déjà quelque chose qui définit un peu la France, peut-être? C'est peut-être une conclusion intéressante qu'on pourrait en tirer parce que ce n'était pas du tout prévu ni imaginé que ça ressortirait comme un peu les manuels de gourmandise et des bonbons de la France. C'était vraiment l'idée, c'était les symboles qui s'identifient aux endroits ou aux régions ou aux villes précises. Mais finalement, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des chapitres, que c'est surtout les côtés gourmands ou la tradition des bonbons ou, qui en ressort comme majoritaire. Mais alors du coup, peut-être on pourrait définir la France comme effectivement comme le pays de savoir-faire au niveau de l'art de table et des traditions des gâteaux ou des bonbons. Mais culinaire, oui. Culinaire, mais c'était pas prévu ni pensé avant l'écriture. Voilà, c'est ressorti comme ça. Quand je te pose la question sur les modèles ou éventuelle inspiration, ton livre m'a fait un tout petit peu quand même penser au livre de Philippe Delerme, qui a écrit la première gorgée de bière, qui est, enfin pour moi, après, si certains connaissent ce livre et puis peuvent avoir peut-être une autre interprétation dans la tête, pour moi, c'est aussi le livre de petits plaisirs, enfin, un peu comme ce qu'on a pu voir dans l'extrait, c'est-à-dire il prend le plaisir de s'asseoir dans un café parisien, regarder les serveurs. Est-ce qu'on peut aussi, du coup, considérer un peu ton livre comme aussi le livre de petits plaisirs?
quelque chose qui, pour moi, le lie un tout petit peu à ce livre de Philippe Delerme que j'ai lu récemment. J'ai lu aussi ce livre, mais il y a bien quelques années déjà. Et il m'a également touchée par la simplicité du bonheur. Et je pense que c'est ce que je ressens parce que pendant l'année ou les moments des jours quand on travaille ou avec tous les soucis de la vie quotidienne, c'est vrai qu'on a l'impression que les moments du bonheur ou de satisfaction sont bien minoritaires par rapport au reste, à la charge de la vie, à la lourdeur de ce qu'on doit porter sur les épaules. Et je pense que c'est quelque chose que je ressens, mais aussi c'est quelque chose qui est typiquement qui définit justement ce savoir-vivre des Français, c'est que faire durer les moments. Parce que les moments qui sont tellement brefs, tellement éphémères, quand on s'assied dans un café ou quand on voit quelque chose beau, qu'on trouve beau, ces moments, ils passent trop vite. Et alors, c'est peut-être un peu aussi par cette écriture ou par essayons d'attraper ce que j'ai ressenti, de le faire durer, ces moments, de le prolonger d'une manière pour qu'il imprègne un peu cette lourdeur quotidienne, pour qu'il imprègne le reste. Et lié à cette question, je pense à une situation toute récente quand j'étais en Slovaquie. On était dans les vieux châteaux abandonnés de Lefantowce où il y a les fresques de Bergl, de Johann Bergl, du XVIIIe siècle. Et on était avec un docteur des arts et un spécialiste autrichien, un spécialiste sur les peintures murales historiques, qui à un moment donné, il a dit la phrase qui m'a touchée, c'est que il a dit The beauty is just the moment. La beauté, c'est juste un moment. Et après, il dit, mais quand vous regardez les fresques quand vous regardez les détails de ces fresques pendant quelques minutes, vous voyez que les visages, ils sont pas beaux. Vous voyez, la beauté, elle se déforme très vite dans la durée. Et je trouve que cette phrase, la beauté est juste un moment, exprime un peu ce qu'on essaye d'attraper et peut-être ce que j'essayais de transmettre, tout ce qui passe très vite, mais de le mettre dans ces images de France pour le faire durer, pour le lecteur, par exemple. Dans le texte, il y a pas vraiment de chronologie, donc en fait, c'est pas le début et la fin du voyage en quelque sorte, mais il y a quand même, en tout cas, j'ai vu ça par rapport à ta fille dont tu parles, qui t'accompagne souvent. Donc, il y a des textes où elle est très petite, enfin, il y a même 5 mois, et puis elle devient ado. Donc, on voit quand même donc aussi une certaine évolution, même si, en fait, on n'a pas l'impression que, du coup, donc c'est une longue période, parce que ta fille, maintenant, elle est adulte. Donc, c'est vraiment, tu couvres finalement une période assez étendue, assez large. Pourtant, on ne voit pas, je sais pas, le changement en France, c'est toujours la France qui est la même, en fait. Donc, est-ce que c'était aussi ça un peu ton idée de saisir cette France qui est du coup traditionnelle, qui ne change pas, qui est intemporelle peut-être aussi? Non, ce n'était pas l'idée. Effectivement, au niveau de comment présenter les différents chapitres, on s'est posé la question avec l'éditeur, avec Slovar, soit qu'on fait la chronologie au niveau du temps temporel, soit géographique. Et du coup, j'ai opté exprès pour plus, bon, même si ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un peu géographique parce qu'on passe de la région parisienne vers le sud et après vers la Bretagne. Voilà, il y a un sens géographique qui est peut-être pas très évident, mais parce que je voulais pas les faire chronologique au niveau du temps, parce que je pense que ce qui dit le titre, Križom kražom, à travers un peu la France, un peu partout, c'est aussi à travers du temps un peu partout. Et mais après, il y a chaque endroit qui est exprimé juste une fois, qui est juste un moment. Mais moi, avec le temps et comme je prends l'âge,
j'aime bien les retours quand je voyage. Quand j'étais plus jeune, j'ai pensé que ça n'a pas de sens de voir un endroit quand déjà les vacances ou les congés sont rares et ça n'a pas trop du sens de revoir un même endroit quand il y en a tellement dans le monde qu'on ne va jamais voir. Mais maintenant, avec l'âge, je trouve que ces retours sont très importants et je les apprécie beaucoup parce qu'on sent l'évolution de l'endroit, on la compare, on sent l'évolution de nous-mêmes parce qu'il y a des années qui sont passées, il y a des choses qui se sont passées dans notre vie, on a mûri, vieilli, etc., grandi. Et après, il y a aussi les souvenirs d'avant qu'on mélange avec l'humeur, l'état d'esprit de maintenant. Et je pense que l'endroit devient plus riche parce qu'il y a tout ça qui se mêle. Et c'est pour ça que ces retours sont pour moi importants, justement pour confronter. Et peut-être je dévie un peu de ta question, mais au niveau de la France, je ne sais pas. Après, je pense que oui, effectivement, tout évolue, mais je trouve qu'en France, on est quand même, c'est une force de savoir garder le passé, de savoir faire continuer les traditions. Je ne sais pas s'il y a des pays qui n'ont pas cette richesse historique, qui ne peuvent pas les transmettre autant, et après, il y a aussi des pays qui peut-être qui ne savent pas le faire aussi bien ou qui n'ont pas les budgets, qui n'ont pas les moyens financiers de le faire aussi bien qu'en France. Et donc, je trouve qu'effectivement, que ça peut ressortir aussi du livre, qu'il y a un peu la France figée, la France de notre enfance ou de l'enfance des Français, pas du mien, mais la France d'autrefois qui persévère. C'est peut-être un peu le souhait aussi qui se fait sentir par le livre. Tu nous présentes la France surtout à travers les objets donc, qui symbolisent une ville ou un territoire ou une région. Donc, c'est les objets qui t'ont interpellé, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, vous étiez sous l'autoroute, au bord des autoroutes. Nous avons des panneaux qui parlent de la région et de ce qui le symbolise éventuellement. Mais est-ce que, à part les objets, est-ce qu'il y a aussi les rencontres? Est-ce que les gens étaient aussi une inspiration? C'est-à-dire que tu t'es promené quand même dans énormément d'endroits. Donc, est-ce que non seulement les objets, mais aussi les rencontres étaient pour toi aussi importantes? Les rencontres sont importantes, même si peut-être je ne les cherche pas activement à l'origine, mais les discussions qui, par exemple, peut-être qui ne me toucheraient pas dans le quotidien à Paris, ressortent beaucoup plus. Par exemple, quand je parle dans les Pyrénées avec un vendeur de pizza sur les hivers dans les Pyrénées, c'est une discussion qui pourrait paraître banale à un autre moment de ma vie quotidienne, mais que je ressens très importante et je me souviens de chaque phrase dite à cet endroit, à ce moment précis. Et après, pour moi, oui, les rencontres sont importantes et je pense qu'il y a chaque endroit, déjà mentionné dans le livre, ou chaque endroit quand je voyage qui est lié à une discussion parce que ça fait partie de ces images. C'est les moments dits, c'est les mots dits, les phrases dites, les phrases entendues ou les bribes de discussion aussi dans les cafés, ce que j'entends par hasard et que j'écoute activement parce que j'ai le temps et de le faire. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi les lectures lors de mes voyages, parce que partout, surtout quand j'ai le temps, je me balade avec un livre. Et par exemple, j'ai un souvenir très fort d'avoir lu Jean Giono en Provence. Et je pense que je revois tout, je sens le vent, je sais exactement comment était le soir quand la nuit tombait, quand je lisais sur la terrasse, je vois les figuiers, je sens la lavande. Et je pense que cette force de lecture ne serait pas pareille si je lisais les mêmes livres dans le métro parisien. Et pour moi, c'est aussi ça qui est important quand je voyage. C'est, oui, effectivement, les rencontres réelles, mais aussi mes rencontres littéraires. Donc, chaque voyage, donc les 46 chapitres sont aussi liés un peu à chaque fois à la lecture. Oui, même si ce n'est pas dit dans le livre. Si ce n'est pas ouvertement dit, d'accord. C'est pas dit, mais pour moi, ça fait aussi partie de ces
souvenirs ou de ces photos personnelles qui sont à l'intérieur de moi. C'est les lectures faites. Par exemple, je saurais toujours que j'ai lu Montesquieu sur l'île d'Elbe en Italie, mais même si c'est pas la France, mais voilà, je sais exactement comment étaient les sols en bois, comment quand je tournais les pages, et je sais exactement ce que j'ai lu. Oui, pour moi, c'est les moments qui... Parce que les voyages, c'est quelque chose, je trouve que c'est quelque chose de très personnel, voire intime. C'est un peu comme la lecture. Tu peux avoir quelqu'un que tu apprécies beaucoup qui va te recommander un livre, tu vas l'apprécier aussi, mais si tu recommandes 10 livres qu'il a beaucoup aimé ou qu'elle a beaucoup aimé, jamais tu vas apprécier de la même manière les 10. Il y a toujours des croisements qui sont pas pareils. Et je trouve que ça, c'est pareil aussi pour les voyages. Chacun de nous, quand on a la possibilité de voyager ou de sortir de notre territoire local, on voyage d'une autre manière. Il y a quelqu'un qui voyage par les pierres, par l'architecture, par les façades, je sais pas, des bâtiments haussmanniens, par exemple à Paris, quelqu'un qui voyage par l'archéologie, quelqu'un qui voyage par les tasses de café qu'il boit dans les cafés différents. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très, très personnel qui ne se transmet pas facilement et que tu ne peux pas copier parce que chacun on a quelque chose de différent qu'on apprécie. Je voudrais attirer donc votre attention aussi sur l'aspect du livre. J'aimerais bien maintenant me tourner vers le livre, donc enfin un peu physiquement, enfin, vers le livre qui est donc matérialisé. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé peut-être l'éditeur à utiliser donc l'encre, il est violet, c'est difficile à le montrer, mais l'encre, il est violet. La couverture, elle est rose avec des petites images donc dorées. Ce qui m'a un peu étonnée, enfin, mais tu vas peut-être m'expliquer pourquoi sans doute c'était voulu. Donc, il n'y a pas des photos, ce qu'on pourrait peut-être s'imaginer pour mieux définir l'endroit, mais il y a aussi des dessins qui sont dans la même couleur, donc violet, rose, du coup blanc. Voilà, donc il y a des dessins qui à côté, donc qui sont à côté des textes. Voilà, donc tout à l'heure on a lu par exemple donc porcelaine de Limoges, donc on n'a pas des photos de porcelaine, on a les dessins. Donc pourquoi cet aspect tout simplement, et pourquoi plutôt les dessins que les photos? Pour être honnête, l'aspect esthétique du livre, c'était pas du tout dans mon initiative. C'est la maison d'édition qui gérait ces idées et ces initiatives. Le design et le layout, l'ensemble du livre était fait par Maria Rojko, l'artiste slovaque. Et les illustrations, c'est la maison d'édition qui avait l'idée de s'adresser à Tina Minor, une jeune illustratrice slovaque, pour faire les illustrations un peu, comme on dit, d'ambiance. Et moi, j'en étais ravie. Déjà, je n'espérais pas que mon livre serait lié à l'idée d'être accompagné par les illustrations. Et j'ai trouvé que c'est très original. Déjà, j'admirais que Tina, c'est elle-même qui a cherché les endroits. Par exemple, l'église dans les Pyrénées, la petite chapelle au milieu des montagnes, je trouve qu'elle a dessiné exactement comme elle l'est, et pourtant elle fait rêver parce que c'est le dessin, c'est pas la photo. Et je suis contente finalement que ce n'est pas les photos, parce que je trouve que les photos, ça aurait fait l'image vraiment du guide de voyage classique. Et c'est ce que j'aurais pas voulu, parce que les illustrations, et notamment les illustrations de Tina, je trouve qu'elles font rêver. Et elle laisse aussi libre imagination des lecteurs et des lectrices, parce que c'est à chacun de ressentir un peu le vent, les goûts, les paroles, tout ce qui est de l'illustration, ce que la photo ne permet pas. Mais je veux pas, c'est pas pour rabaisser le message des photographies, elles sont très importantes, mais je trouve que c'est un moyen très important
transmettre aussi par les photos, par les photographies, mais c'est assez limité parce que la photo, elle ne montrait pas justement les rencontres, les goûts, les odeurs, les souvenirs qui sont déjà préexistants, la nostalgie ou l'état d'esprit qui était ressenti au moment donné. C'est pour ça que j'essaie de le décrire et je trouve que Tina, elle a bien accompagné ce texte par une sorte de rêverie par ses illustrations. À la fin du livre, tu dis que voilà, ainsi on pourrait continuer, je ne veux pas dire éternellement, mais assez longtemps, c'est-à-dire ajouter d'autres endroits qui sont symbolisés par d'autres objets, par d'autres réalités, par d'autres éléments. Est-ce que éventuellement, parce que bon, je suppose que tu continues à voyager, est-ce qu'éventuellement tu penses à ajouter des éléments dans ton livre et puis le publier plus tard, éventuellement le livre qui sera enrichi par d'autres endroits? Je suis pas dans le projet précis, ni dans l'idée précise, mais c'est comme c'est déjà mon habitude, je continue à prendre des notes partout où je suis, si c'est dans le métro à Paris ou si c'est en province ou sous les falaises d'Étretat. Il y a des endroits que j'ai visités entre-temps, il y a des endroits que j'ai visités encore bien avant, mais qui ne sont pas dans les livres. Je pense que la France est tellement riche qu'on pourrait continuer même dans plusieurs volumes et jamais s'arrêter. Mais après, on peut aussi voyager par d'autres manières, peut-être sur les traces des peintres, des écrivains ou par la lecture personnelle. Je veux dire, tout est ouvert, mais je ne suis pas encore dans un projet précis ou dans l'écriture précise de la suite du livre. Là, il ne faut pas oublier notre public. Donc si vous voulez poser une question, n'hésitez pas donc, de lever la main et de poser la question. Vous avez sans doute, je sais pas, des idées ou des questions que vous avez envie ou des informations supplémentaires que vous aimeriez éventuellement avoir. Donc, n'hésitez pas, même quand moi je pose des questions, vous pouvez toujours lever la main et poser une question. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous a une question à poser, une information à compléter ou un élément à compléter? Donc, n'hésitez pas. Voilà, Dragan. Donc, Dragan, voilà. On ne vous entend pas. Il y a le micro coupé. Non, il a le micro qui n'est pas coupé. Dragan, on ne vous entend pas. Vous ne pouvez pas éventuellement arrêter l'image parce que parfois, pendant nos cours, ça fonctionne comme ça. Ah, vous allez écrire, d'accord. Merci. Oui. En attendant, peut-être que Dragan écrive quelque chose. J'aurais peut-être aussi plusieurs questions, mais la première, Maria, j'apprécie beaucoup aussi pas seulement ton élan pour découvrir les choses en lisant le livre, en fait, ta curiosité et peut-être le motto de Baudelaire, enivrez-vous, parce que tu t'enivres, tu t'émerveilles en voyageant à travers la France. En fait, j'ai trouvé au moins 3 références à Baudelaire en lisant ton livre, pour moi-même, ma lecture personnelle. Et j'apprécie beaucoup aussi que tu mettes pas mal de choses historiques dans le livre. Et donc, je vais te demander, est-ce que c'est ton travail après, c'est-à-dire que tu fais quelque chose comme journal de voyage et quand tu reviens, tu recherches aussi quelque chose pour enrichir? Parce que peut-être que dans l'extrait que Paulina a présenté, on n'a pas pu voir cela, mais quand j'ai lu le livre, j'ai apprécié beaucoup tes retour vers le passé, même vers le passé plus ancien, au Moyen-Âge, par exemple. Alors, explique-nous un petit peu ta démarche. Est-ce que tu le trouves dans les dépliants, par exemple, ou dans les prospectus que tu trouves sur place? Oui, merci Monica pour la question. Effectivement, c'est souvent au moment quand je me trouve à l'endroit,
que cette curiosité naît, de savoir plus. Et c'est souvent dans les musées, dans les galeries ou en parlant avec les gens. Et après, parfois, j'approfondis aussi après, parce que j'ai relis mes notes et j'ai dit, mais sur ça, j'aimerais bien savoir plus. Mais par exemple, quand on écoutait sur la porcelaine du Limoges, c'était justement les dépliants, comme tu mentionnes, ou les informations du musée qu'on a visité, parce que ensemble avec l'usine, il y a un musée de la porcelaine. Donc souvent, c'est les informations qui sont collectées à l'endroit donné. Et après, parfois, je cherche plus pour en savoir plus, mais c'est rare que je me documente avant, parce que j'aime bien avoir cette... je suis un peu peut-être trop spontanée. Je me lance et après, par contre, je cherche avant les idées, pourquoi je veux voir cet endroit. Mais cet approfondissement au niveau historique et les informations plus précises, c'est à l'endroit même que je prends le temps, même les soirs après, quand à l'hôtel, je regarde plus parce que c'est là que cette curiosité est la plus intense quand je me trouve à l'endroit précis. Merci. Donc, Dragan, est-ce que vous pouvez écrire votre question éventuellement ou vous essayez? D'accord. Parce que je ne pense pas que le micro fonctionne. En tout cas, on ne vous entend pas. On attend quand même que Dragan... Et peut-être en attendant, j'aurais aussi la deuxième question. J'ai vu aussi que parfois, tu fais les parallèles entre la France et la Slovaquie. Je pense par exemple au chapitre qui est destiné à Vichy et tu penses tout de suite à ta ville natale de Piešťany, etc. Donc ma question peut-être, est-ce que ça t'arrive de faire les parallèles avec la Slovaquie en voyageant? Ou est-ce que ça t'est arrivé et tu aurais, je sais pas maintenant, oui, une idée? ça m'arrive, je pense que pratiquement tout le temps, mais ça m'arrive aussi beaucoup dans le sens que je me dis c'est dommage qu'en Slovaquie on ne fait pas pareil. Par exemple, je pense aux bergers à Orava avec ce qu'ils font des fromages et qui sont complètement un peu oubliés. Bon, d'accord, ils ont leur clientèle, mais je veux dire, on devrait savoir plus, pas en faire le tourisme, ça, je suis loin de dire ça, mais de faire passer ces messages qu'ils ont à donner au monde entier, parce que les fromages d'Orava, c'est quelque chose aussi de très bon. Et j'ai plutôt ces regrets qu'on ne sait pas, ou par exemple les maisons de Chichmani, ou des centaines, des milliers de châteaux, des églises slovaques qui ne savent pas faire passer ces messages. Je trouve que même quand je parle avec les amis ou les connaissances en France, déjà il y en a très peu qui voyagent en Slovaquie, mais quand ils y vont, c'est presque un peu douloureux de ressentir, d'entendre cette phrase. Ah oui, effectivement, c'est joli. Mais c'est un peu comme s'il n'y a personne qui le sait en avance, qu'ils doivent y aller un peu par hasard. Bon, d'accord, c'est parfois aussi par l'intérêt et par les voyages planifiés, mais souvent par hasard. Je l'ai vu lors des voyages professionnels de mes collègues en Slovaquie ou en Tchéquie, qu'ils y vont sans rien savoir. Et là, ils découvrent qu'il y a des richesses et des beautés, mais inouïes, qui sont complètement comparables à la France. Mais c'est dans cet aspect-là que je compare souvent à la Slovaquie, parce que je pense aux endroits et je me dis, dommage, mais si quelqu'un, parce que c'est tout, je le répète, parce que c'est tout frais dans ma mémoire, mais si quelqu'un voyait les fraises de Berg qui sont dans un château abandonné où il n'y a personne qui va et que la personne qui nous a ouvert, le sort de concierge qui a les clés, qui nous dit, mais il n'y a que les étrangers qui viennent les voir, mais j'ai envie de pleurer. C'est la tragédie. Je trouve que c'est la tragédie de Slovaquie. Après, je ne vais pas généraliser, mais je trouve qu'on a beaucoup à montrer et à offrir, et on n'a pas ce savoir-faire français encore, mais peut-être aussi le budget, etc., tout ce qui va avec. Mais peut-être est-ce que ça lié aussi à la mentalité un petit peu, tu sais, ce manque de savoir mettre en valeur les choses. Parce qu'on est tout petit. On est tout petit, on nous a toujours appris pendant le communisme qu'il faut être modeste. C'est hérité, je voulais dire, oui. Modeste, mais pour certaines choses, je trouve que la fierté, ça ne contredit pas la modestie. C'est deux choses à part qui n'ont rien à voir. On peut être modeste, mais fier à la fois. Et... Voilà. Dragan, vous avez pu écrire votre question parce que moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Moi non plus. Mais ça paraît comme le micro coupé, non?
Maintenant, ça devrait... Mais on n'entend toujours pas, ouais. Non. C'est dommage. Mais pourquoi ça apparaît pas dans les discussions? Parce que je vois pas, pourtant j'ai tout le monde dans la discussion, tout le monde de la réunion qui peut écrire un message. Je n'ai pas sélectionné quelqu'un de précis et je n'ai pas de message de vous. Ou sinon, si on donnait une adresse mail, que vous pourriez l'envoyer par mail. Ah. Ah si, ça arrive. Ça y est, ça arrive. Alors, en effet, est-ce que donc, juste une remarque par rapport au livre, à sa présentation est confortée au propos de Madame Zazarevtsova, j'ai subitement fait comme un voyage dans le passé en pensant aux aventures de Rémi, sa famille qui parcourait la France au travers de certaines aventures, romancier Hector Malot. Et je me demandais si l'illustratrice et l'éditeur slovaque sont représentatifs de cette école d'illustrateurs de l'époque tchécoslovaque. Ah, je ne sais pas du tout. Parce que l'illustratrice, elle est jeune, je pense qu'elle n'a pas plus de 30 ans. Et je ne sais pas si elle est l'élève, qu'on pourrait dire l'élève d'une certaine école particulière. Et en plus, moi, pour être honnête, je connais pas cette école de l'époque tchécoslovaque. Non, désolé, je sais pas du tout. Il faudrait que je leur pose la question, mais s'il y avait une inspiration précise dans un style des illustrations ou de... Je ne sais pas si ça vous a... ça Non, va? désolé, Si vous avez d'autres répondre. questions? D'accord, non, ça va, Dragan, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser éventuellement? Oui, allez-y. Attendez. Ouais, comment dirais-je, déjà Maria, c'est un sacré travail. Ce 46 chapitres pour parler de lieux en France, c'est un sacré boulot. Combien de temps ça t'a pris pour réunir ces 46 chapitres? Parce que c'est quand même quelque chose. C'est difficile à dire parce qu'il y a un temps de plusieurs années où c'est un travail un peu plus flou, plus passif, qui est continuel mais qui n'est pas du tout organisé et qui est plutôt dans la façon agréable mais sans une concentration extrême parce que c'est des notes que je mets partout dans mon téléphone, sur plein de petits papiers que je mets dans mon sac à dos. Il y en a toujours une vingtaine qu'après je les prends, je les mets dans l'ordinateur. Après, j'ai des carnets aussi où je prends des notes. Mais après, il vient un moment quand je vois à peu près comment les fils conducteurs, comment je pourrais mener. Et je me disais, quand il y a ce moment qui est venu par les symboles que chaque endroit peut communiquer vers l'extérieur, donc je commence à rédiger un peu plus d'une manière un peu plus concentrée. Et là, j'ai besoin vraiment des vrais journées de travail, de silence, de concentration. Et c'est une période à peu près peut-être d'une année. Et ça, c'était le cas aussi pour les livres précédents. Il y a peut-être 2-3 ans de réflexion et de la collecte du matériel. Et après une année de rédaction où je prends des congés exprès pour pouvoir être toute seule et rédiger, où j'ai envie de m'expédier dans un chalet en Bretagne pour 3 semaines et ne pas entendre maman, etc. Et être un peu exilée. Mais oui, une année du travail. Et après, il y a quelques mois qui suivent après, c'est les allers-retours avec la maison d'édition, les corrections et l'éventuelle modification. D'accord. Non, sinon, juste entre parenthèses, par rapport à ce que tu as dit, par rapport aux Slovaques, on se sent petit et tout ça, moi je l'ai remarqué quand j'ai fait visiter, c'était en 2015, quand j'ai fait visiter les universitaires des élèves de l'université de Comenius à Paris, en leur montrant la Slovaquie à Paris, et j'ai vu je les ai vus grandir en fait
subitement se redresser. C'est quand ils ont vu l'Arc de Triomphe et la rue de Presbourg et leur expliquer pourquoi c'est la rue de Presbourg et pourquoi c'est l'Arc de Triomphe et comment il a été conçu. Que l'idée vient pas, elle n'a pas été faite à Paris, l'idée elle est venue de Presbourg et donc par conséquent Bratislava. Voilà, l'idée a été faite à Bratislava, le temps de rentrer en France, il a fait décret impérial, je construis un Arc de Triomphe. Parce que Napoléon, il a dit à ses grognards, vous ne rentrerez que sous des arcs de triomphe. Et il a fait, c'est pas une mauvaise idée, je vais en construire un, boum. Et Napoléon III, en 1864, il a fait rue de Presbourg parce que ça a été fait. Voilà. C'est intéressant, ouais. Ouais, et c'est pas connu en fait, c'est pas connu. Il faut savoir que, moi j'aime bien l'histoire d'Europe centrale et orientale, mais c'est vrai qu'en France on connaît pas bien l'histoire entre guillemets même européenne, quoi. On est même plutôt centré sur nous-mêmes, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Oui, ou pas, peut-être, je ne sais pas si, parce que je trouve que les Français, bon après, je ne vais pas généraliser, mais ils savent souvent bien plus sur l'Asie ou sur les pays de l'Afrique plutôt que sur les pays de l'Europe de l'Est. Et je pense que c'est aussi un peu l'intérêt, comment il est ciblé, parce que c'est aussi lié à l'éducation, ce qui est enseigné dans les lycées, après dans les collèges. Je pense que l'intérêt, même en géographie, par exemple, quand je regarde avec mes enfants au collège, l'intérêt il va très vite vers l'Asie et l'Europe de l'Est, elle n'est pas souvent mentionnée, hein, même ni dans l'histoire, ni dans la géographie. Alors, du coup, je pense que... Alors, à première vue, ça va changer. J'étais la journée de l'Europe hier, enfin samedi, et puis même dans les communiqués de presse, ils disent qu'ils vont enseigner l'histoire européenne, donc du coup avec tous les pays dedans. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, voilà. C'est formidable, c'est formidable. Il était temps. Oh là là. D'autres questions? Hélène? Attendez. Oui, c'est bon. Oui, on m'entend, ça va. Moi, ma question, ce serait que j'ai eu l'impression, alors j'ai malheureusement pas pu lire en entier Parische Momenti, mais j'ai l'impression que ça donne quand même un aspect très positif, voire poétique, ou assez serein dans les passages. Et du coup, je voulais vous demander si c'était totalement spontané ou si vous avez recherché à uniquement montrer des choses plutôt positives ou plutôt poétiques. Ou si, est-ce que du coup, vous passez sous silence des choses qui auraient pu vous énerver ou des choses que vous trouveriez négatives, ou est-ce que c'est tout à fait naturel pour vous de juste, vous ressentez uniquement plutôt le positif? C'est intéressant cette question parce que il y avait déjà des moments quand les gens me reprochaient que j'idéalise trop Paris dans ce que je transmets par les articles ou par les livres. Et je pense que c'est inconscient, mais en même temps, c'est par choix, parce que peut-être, c'est aussi parce que jusqu'à là, j'ai la chance de ne pas être exposée ou dans mon quartier aux problèmes qui peuvent être dans certains quartiers de Paris ou dans certains banlieues de Paris. Mais en même temps, pour pouvoir me ressourcer, je choisis activement d'aller vers les endroits que j'aime bien, qui transmettent cette nostalgie ou ce romantisme de Paris ou qui sont agréables, plutôt que d'aller d'explorer les endroits où je sais que peut-être j'en sortirai déprimée ou triste. Et effectivement, ça donne une image très subjective, sûrement, mais qui est inconsciente, mais en même temps sûrement choisie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Déjà 3 livres sur Paris. Enfin, déjà, quelqu'un qui écrit un livre sur Paris, ça me paraît déjà assez dense, assez fort. Mais du coup, 3, tu vas t'arrêter là ou tu penses encore peut-être plus tard écrire encore parce que 3 livres sur Paris, c'est pas mal. Enfin, c'est assez riche. Donc, tu as vraiment l'impression que tu avais toujours énormément de choses à dire sur Paris. Enfin, éventuellement, tu auras plus tard des choses encore à dire sur Paris, sur ce que tu vis à Paris, ce que tu sens, ce que tu vois. À ce moment-là, je pense que non, je dirais non, mais parce que en plus, l'évolution des 3 livres, c'était que le premier, il était écrit 10 ans après ma vie
en France, dans la région parisienne, même à Paris à l'époque. Et j'ai commencé à voir la ville un peu différemment qu'une touriste parce que je suis arrivée comme une étudiante. Il y avait des années un peu plus insouciantes et après il y avait la vie de famille, le travail qui s'est ajouté. Donc après 10 ans, j'ai voulu un peu communiquer ma vie à Paris, mais avec déjà une certaine connaissance du système de santé, du système de l'administration, de la scolarité, comment c'est quand on cherche des nounous ou des crèches, etc. Alors pour mêler cette beauté parisienne subjective aux soucis quotidiens parisiens. Et après, le deuxième, c'était que j'ai voulu montrer les difficultés de l'intégration d'une étrangère, notamment une Slovaque, alors quelqu'un de pays de l'Est, dans la mentalité française, tout un peu les ressentis des complexes des premières années, des pleurs, des frustrations, et sachant qu'il faut les traverser pour se sentir mieux. Et après, il y avait aussi cet aspect de l'éducation bilingue des enfants que j'ai rêvé de faire d'une manière parfaite. Et après, les difficultés rencontrées en ayant 3 enfants, que c'est différent avec les premiers, c'est différent quand ils sont petits, c'est différent avec le deuxième, troisième, que voilà, qu'il y avait plein d'obstacles qui se sont mêlés à mon idée de départ et qui l'ont brisé. Et j'ai voulu partager aussi cet aspect-là. Et après, le troisième, c'était ce que j'appelais les moments parisiens. C'était pareil, un peu ce que je fais avec la France, mais des croquis de Paris, de la vie quotidienne, des perceptions toutes différentes. Et presque dans tous les chapitres, il y a une expression idiomatique liée à un peu la façon, soit cliché ou façon métaphorique, ce que les Français ou un Parisien diraient, ou ce que j'ai entendu à ces moments précis, ou diraient dans la situation. Et j'ai expliqué d'où vient cette expression. Alors, il y avait un petit côté linguistique dans les moments parisiens. Et maintenant, je pense que non, maintenant, je ne réfléchis pas pour écrire des paris sur Paris parce que après, on ne dit jamais, jamais, mais... Oui, parce que comme ça évolue à chaque fois, peut-être au bout de quelques années, de nouveau, tu trouveras encore un autre aspect à raconter à travers ta relation finalement avec la capitale. Des questions encore, actuellement? Moi, j'ai encore une question. Est-ce que l'idée de faire traduire ton livre en français a traversé l'esprit ou pas? C'est-à-dire la France de long à large, où on a réfléchi même sur la traduction du titre avec nos étudiants, avec François. Bah, on est arrivé à la France par monts et vallées, mais... Ah d'accord, c'est intéressant. Juste, voilà. C'est-à-dire que, alors, est-ce que tu as pensé aussi à cela ou pas, de traduire ton livre en français ou pas? Moi, j'ose même pas le penser. Je me dis, mais si l'intérêt viendrait, il doit venir de l'extérieur. Moi, comme un exercice de traduction, parce que de formation, je suis traductrice-interprète, je le ferais si j'avais le temps, mais actuellement, je ne peux pas le faire. Mais après, il y a Magali Boursier de Bratislava qui à un moment donné me l'a proposé, mais je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de réfléchir sur ça, ni de... Non, parce que je me suis dit, justement, après avoir lu ton livre, qu'il me manque un livre pareil sur la Slovaquie, tu vois. Oui, quelqu'un qui est en Slovaquie, qui est amoureux de son propre pays, aille un petit peu partout et écrit ses croquis, en fait, de Slovaquie, et que peut-être que ça pourrait aussi redonner une certaine fierté aussi aux Français. Tu ne sais jamais, hein. Est-ce que c'est une étrangère qui a écrit, qui a trouvé cette richesse et tout cela? Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Mais alors, ensuite, je me suis dit aussi que j'aimerais bien lire un livre pareil sur la Slovaquie. Moi aussi. Et en français, pour les Français. Oui. Voilà. Tu penses que ce serait une traduction facile? Mais je pense, pour moi, oui, parce que c'est mon vocabulaire. Après, c'est... Pour toi, d'accord. Je pense que... Oui, parce qu'après,
finalement, parce que bon, c'est vrai que maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis en France, mais j'ai des moments quand j'ai l'impression que je ne parle toujours pas bien français et je ne parle plus bien slovaque, que finalement, je suis bonne en rien, quoi, parce qu'il y a tout qui devient moitié et il y a tout qui se perd. Et d'entretenir les deux, c'est très difficile. Et je pense que même en slovaque, mon vocabulaire est moins riche qu'il aurait pu être si je vivais toujours en Slovaquie. Mais après, bon, c'est vrai que si je vivais en Slovaquie, je pourrais pas écrire sur la France comme j'ai pu le faire en ayant voyagé 20 ans ici. Mais après, il y a toujours des pour et contre. Mais je ne pense pas qu'au niveau de syntaxe ou de vocabulaire, le livre serait difficile à traduire. Non, je te pose cette question parce que c'est vrai que bon, j'ai relu plusieurs fois le livre déjà aussi dans l'intention de trouver un chapitre qui m'irait le mieux en fait pour le traduire. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, bon, en discutant surtout avec ta fille, en fait, vous échangez quelque chose qui serait, enfin pour moi en tout cas, assez difficile à traduire. Bon, là, c'était assez facile, maman, attends, attention, essaye de te maîtriser, etc. Bon, ça, c'était facile. Mais parfois, je ne veux pas dire que tu te moques, mais ta fille utilise le vocabulaire, essaye de te parler slovaque, mais en fait, elle se trompe. Et en fait, je me suis dit, mais comment éventuellement le traducteur va traduire ça de la fille, ta fille qui essaie de parler slovaque, mais qui est déformée. Mais du coup, qui utilise le mot qui n'est pas slovaque. Mais enfin, donc voilà, donc il y a des passages comme ça. Je me suis plusieurs fois posé la question, donc comment je traduirais ça? Tu vois, donc ça aussi, il y a des moments, je ne l'ai pas forcément souligné, mais je trouve plusieurs passages qui sont pour moi un point d'interrogation, parce qu'en fait, je ne saurais pas trop comment aborder, comment traduire, voilà, des passages. Ouais, je ne sais pas, mais ça me fait penser à une situation qu'il y avait dans le livre. J'ai cité 2-3 phrases de la carte postale que ma fille a écrit à ses grands-parents en Slovaquie. Du coup, elle a écrit en slovaque, mais en slovaque vraiment d'une étrangère qui parle pas très bien slovaque, quoi. Et je l'ai écrit comme c'était. Et c'est la rédactrice de la maison d'édition qui m'a dit non, ça fait trop, tu l'écris plus en slovaque plutôt normal. Du coup, elle a supprimé un peu certaines erreurs de ce texte de la carte postale pour que ça soit un peu plus lisible en slovaque. Oui, effectivement, ça pourrait être la difficulté de... Du coup, il faut changer, éventuellement, après changer le texte, faire des transformations du texte légèrement. Après, voilà. Encore d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous voulez poser une autre question. Donc, tes textes, de toute façon, là, ce dernier temps, la plupart des textes que je connais, on voit toujours l'auteur qui est présent dans son texte. On parle de l'autofiction, des textes qui sont plus ou moins autobiographiques, etc. C'est ce qu'on peut voir aussi dans tes textes, même si, bon, au début, je te posais la question, est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'il y avait un peu d'imaginaire, enfin quelque chose qui serait imaginé. Mais donc, il y a énormément d'auteurs qu'on voit dans le texte. Est-ce que donc, dans l'avenir, donc là, j'évoque un peu tes plans pour l'avenir, tu envisageras jamais ou tu envisagerais éventuellement d'écrire un texte qui sera du coup romanesque, enfin quelque chose qui sera finalement inventé, où tu as besoin, quand tu écris, tu as vraiment besoin de te projeter toi, en fait. Je ne pense pas que je saurais écrire quelque chose de plus fictif ou romanesque, parce que dans mon écriture, je vis des impressions. Je pense que la vie réelle, déjà, je pense que dans la fantaisie, je ne serais pas bien, je ne serais pas bonne, je ne saurais pas construire un roman. Et deuxièmement, je trouve que la vie réelle que je vois passer tous les jours autour de moi, c'est comme un roman qu'on ne pourrait pas inventer si on voulait l'inventer, quoi, parce qu'il y a tellement des absurdités, de la beauté, des moments tristes mêlés avec des moments agréables, qu'il y a tout qui se mêle tellement que justement j'aimerais bien plutôt apprendre, transmettre et exprimer ce que je vois
et que j'arrive pas parce que j'essaye, mais j'ai toujours l'impression que je suis derrière la réalité, derrière ce que je veux transmettre, que je galope derrière et je suis essoufflée et j'arrive pas. Du coup, j'aimerais bien me rapprocher pour pouvoir transmettre ce que je vois, mais en restant fidèle à ce que je vois, parce que je saurais pas, comme je dis, je saurais pas construire quelque chose imaginaire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question à poser? Ça va? Toutes les questions ont été posées? Donc, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons donc clore ce débat, en remerciant évidemment de nouveau tout le monde d'être venu, d'avoir trouvé le temps de se connecter. Merci encore une fois, Maria, d'être parmi nous C'est aujourd'hui. moi qui vous remercie. Merci pour ton livre. Et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, tous tes textes sont en slovaque, mais en fait, j'ai un fort espoir. Bon, il y a certains livres qui sont traduits en tchèque, on est bien d'accord, mais il faut espérer que tes livres, surtout donc, la France de long à large, trouvera peut-être quelqu'un qui va s'aventurer vers la traduction. En tout cas, ce qu'on souhaite à ce livre. Voilà, donc encore une fois, merci à tout le monde. Merci pour cet après-midi agréable passé en votre compagnie, en compagnie de Maria. Et puis, peut-être qu'un jour, on se reverra autour d'un autre livre de Maria Dantin-Dopierova. Merci beaucoup, merci Paulina, merci Myriam, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci, bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.